Il existe des noms qui font froid dans le dos, des noms qui évoquent des images d'actes innommables, des noms qui deviennent synonymes des recoins les plus sombres de la nature humaine. Issei Sagawa est l'un de ces noms. Dans les annales du crime, il occupe une place effrayante, à jamais liée à un crime si horrible, si dépravé, qu'il semble tout droit sorti d'un cauchemar. L'histoire de Sagawa n'est pas pour les âmes sensibles. C'est une descente dans l'abîme de la cruauté humaine. Un rappel brutal que les monstres se cachent souvent à la vue de tous. Son crime, le meurtre prémédité et horrible et la consommation d'une jeune femme a choqué le monde et continue de fasciner et de repousser à part égale. Voici l'histoire d'Issei Sagawa, le cannibale japonais. C'est une histoire de folie, de complexité culturelle et d'un système judiciaire aux prises avec l'impensable. Mais c'est surtout une histoire qui nous oblige à affronter le potentiel le plus sombre qui sommeille au fond du cœur humain. Issei Sagawa est né dans le privilège de la ville portuaire animée de Kobe, au Japon. Sa famille était riche. Son père, un homme d'affaires en vue. Le jeune Issei ne manquait de rien sur le plan matériel. Il était entouré de luxe et d'opportunités. Pourtant, même dans ce cadre idyllique, les graines des ténèbres étaient déjà en train d'être semées. Enfant, Sagawa était frêle et introverti. Il était en proie à des problèmes de santé qui le laissaient souvent isolé et en manque de confiance en lui. C'est au cours de ces années formatrices que ces fantasmes troublants ont commencé à prendre forme. Il a développé une fascination morbide pour le cannibalisme, une fascination qui allait se renforcer avec les années. Les premières années de Sagawa ont été marquées par un contraste saisissant entre sa normalité extérieure et les désirs sombres qui le rongeaient. Il excellait à l'école, faisant preuve d'une intelligence vive. Il était poli et respectueux, se fondant parfaitement dans son environnement privilégié. Mais sous la surface, une tempête se préparait. Une tempête qui allait finir par éclater avec des conséquences terrifiantes. La première indication effrayante du potentiel sombre de Sagawa est apparue alors qu'il était étudiant à l'université Wako de Tokyo. En 1972, à l'âge de 23 ans, il a tenté d'assouvir ses envies macabres en s'introduisant par effraction dans l'appartement d'une femme qui vivait seule. Son plan était de la maîtriser pendant son sommeil et de consommer sa chair. Cependant, le plan de Sagawa a mal tourné. La femme s'est réveillée et s'est défendue, réussissant à échapper à ses griffes. Secoué mais déterminé, Sagawa a pris la fuite, laissant derrière lui une série d'indices qui le reliaient au crime. Malgré les preuves accablantes contre lui, Sagawa a réussi à échapper à la justice. Son père, riche et influent, est intervenu usant de ses relations pour faire abandonner les charges. Sagawa a été jugé mentalement inapte à subir un procès et a été interné dans un établissement psychiatrique. Cependant, son séjour a été de courte durée. 1 an plus tard, il a été déclaré guéri et remis en liberté. Ce fut une décision lourde de conséquences, qui allait avoir des conséquences mortelles. Section 4. L'horreur à Paris. En 1981, Issei Sagawa, alors âgé de 32 ans, se rend à Paris pour y poursuivre un doctorat en littérature à l'université de la Sorbonne. Il espérait que cette ville, connue pour son riche patrimoine culturel et intellectuel, lui offrirait une nouvelle perspective et une chance de se réinventer. Il est déterminé à prendre un nouveau départ, à enterrer les sombres secrets de son passé. Cependant, les démons de son esprit n'étaient jamais loin, toujours prêts à ressurgir. Mais ses désirs macabres, loin d'être éteints, n'ont fait que s'attiser et s'intensifier pendant ces années de liberté. Chaque jour, il luttait contre ses pulsions, mais la tentation devenait de plus en plus forte. À Paris, Sagawa rencontre Renée Harteveld, une étudiante néerlandaise de 25 ans. Elle était une étudiante brillante, passionnée par ses études et pleine de vie. Elle est brillante, vivante et confiante. Autant de qualités qui font d'elle la cible idéale pour les désirs tordus de Sagawa.
Sa personnalité rayonnante attirait naturellement les gens, y compris Sagawa. Il se lie d'amitié avec Artevelt, utilisant leur intérêt commun pour la littérature pour gagner sa confiance. Ils passèrent des heures à discuter de poésie et de philosophie, créant un lien qui semblait innocent. Le 11 juin 1981, sous le prétexte de discuter d'un projet de poésie, Sagawa invite Artevelt à son appartement. Elle accepta sans hésitation, ne se doutant pas du sort qui l'attendait. Ce qui a suivi a été une scène d'horreur inimaginable. L'appartement, qui semblait être un lieu de refuge intellectuel, allait devenir le théâtre d'un crime atroce. Alors qu'Artevelt était assise dans son appartement, sans méfiance et à l'aise, Sagawa lui a tiré une balle dans la nuque avec un fusil. Le coup de feu résonna dans la pièce, marquant le début de son acte monstrueux. Il a ensuite passé les 2 jours suivants à réaliser son fantasme dépravé, abusant sexuellement de son cadavre et consommant diverses parties de son corps. L'horreur de ses actions a laissé une marque indélébile sur l'histoire criminelle de Paris. Section 5. La justice, insaisissable et incomplète. La tentative de Sagawa de se débarrasser de la dépouille d'Artevelt a été maladroite et désordonnée, ce qui a finalement conduit à son arrestation. Il n'avait pas prévu que ses actions seraient si rapidement découvertes par les autorités. Il a été retrouvé par la police française, alors qu'il tentait de fourrer son corps démembré dans 2 valises. Ces valises, lourdes et mal fermées, ont attiré l'attention des passants et des forces de l'ordre. Les preuves contre lui étaient accablantes, les détails du crime si horribles qu'ils ont provoqué une onde de choc en France et au Japon. Les médias des 2 pays ont couvert l'affaire avec une intensité sans précédent. Au cours de son procès, les avocats de Sagawa ont soutenu qu'il n'était pas responsable de ses actes, qu'il était poussé par une pulsion incontrôlable, une forme de folie qui le rendait incapable de discerner le bien du mal. Ils ont présenté des témoignages de spécialistes pour appuyer cette thèse. Les psychiatres commis d'office étaient cependant divisés dans leur diagnostic. Certains ont affirmé qu'il souffrait d'une psychose sévère, tandis que d'autres ont contesté cette évaluation. Certains ont convenu qu'il souffrait d'un grave trouble de la personnalité, tandis que d'autres ont soutenu qu'il était pleinement conscient de ses actes et de la gravité de son crime. Cette division a rendu le verdict encore plus complexe. En fin de compte, le tribunal a statué que Sagawa était légalement irresponsable et inapte à subir un procès. Cette décision a été accueillie avec indignation par beaucoup qui estimaient que justice n'avait pas été rendue. Il a été condamné à être interné indéfiniment dans un établissement psychiatrique. Cependant, cette peine n'a pas apaisé la colère et la frustration du public. Cependant, à la suite d'une série d'événements controversés, le père fortuné de Sagawa est de nouveau intervenu, usant de son influence pour obtenir l'extradition de son fils vers le Japon en 1984. Cette intervention a suscité un tollé, beaucoup y voyant un exemple flagrant de l'injustice du système. Section 6. Le monstre rentre à la maison. À son retour au Japon, Sagawa a été accueilli non pas par le mépris et la condamnation, mais par un mélange de curiosité et de fascination morbide. Les gens étaient intrigués par l'homme qui avait commis un crime si horrible, et pourtant, il était de retour parmi eux. Les médias japonais, sentant une histoire sensationnelle, se sont emparés de son cas, faisant de lui une célébrité macabre. Les journaux, les émissions de télévision et les magazines ont tous cherché à capturer l'attention du public avec des détails sordides de son crime. Sagawa, loin de se soustraire à la lumière des projecteurs, semblait se délecter de sa nouvelle notoriété. Il a activement participé à des interviews, posant pour des photos et répondant aux questions des journalistes avec une aisance troublante. Il a accordé des interviews, écrit des livres et des articles sur son crime et est même apparu dans des films d'exploitation à petit budget.
Ces films, souvent de qualité médiocre, cherchaient à capitaliser sur son infamie pour attirer un public avide de sensations fortes. Ces actes ont été accueillis par un mélange de dégoût et d'amusement pervers de la part du public japonais. Les discussions dans les cafés et les foyers étaient souvent teintées d'une morbidité fascinée. Certains l'ont condamné comme un monstre, tandis que d'autres l'ont considéré comme une curiosité, un phénomène de foire bizarre. Les débats télévisés et les discussions publiques étaient souvent animés, chacun ayant une opinion bien arrêtée sur l'affaire. L'affaire Sagawa a déclenché un débat houleux au Japon sur la nature du crime et du châtiment, l'influence de la richesse et du pouvoir, et le rôle de la maladie mentale dans le comportement criminel. Les experts se sont penchés sur les implications psychologiques et sociales de ces actes. Son histoire est devenue un récit édifiant, un rappel brutal des sombres courants qui peuvent se cacher sous la surface des sociétés les plus civilisées en apparence. Les rues de Tokyo, bien que brillantes et animées, cachaient des secrets sombres, et l'affaire Sagawa en était un exemple frappant. Merci d'avoir suivi ce reportage. Pour plus d'histoires choquantes et de récits captivants, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer.